Les amateurs de Coop Natura Plan sont toujours plus nombreux. Ça vous étonne? La vie côté plaisir. En marge du procès du rapt Lagonico, qui s'ouvre ici à Lausanne fin février, Duel vous fait découvrir comment s'organise du point de vue du tribunal un grand procès pénal. La sécurité sur les pistes, les droits et les devoirs des snowboarders, des skieurs et surtout des stations de sport d'hiver comme aujourd'hui par un temps pareil. Profileur, une profession venue des États-Unis qui permet de traquer les tueurs en série. Reportage à Paris, à la veille de l'ouverture du procès de Guy Georges, violeur et assassin à répétition. Ne manquez pas Duel, le mensuel de l'actualité judiciaire, mercredi soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres principaux que nous allons développer. Les Tessinois ne veulent pas que l'école privée soit subventionnée. Après une campagne passionnée, ils ont massivement rejeté l'initiative allant dans ce sens. Au lendemain de l'échouage du cargo de réfugiés kurdes sur la Côte d'Azur, la France s'interroge sur la question de l'avenir de ces clandestins. Et puis enfin, alors qu'on attend fébrilement l'arrivée de Dominique Vavre au Vendée Globe, de vieux loups de mer des Sables d'Olonne observent la course non sans ironie. Les parents tessinois qui ont placé leurs enfants en école privée ne toucheront donc pas de subventions publiques sous forme de bons à la formation. Ainsi en ont décidé les citoyens qui ont refusé l'initiative populaire allant de ce sens à plus de 74%. Le contre-projet gouvernemental a également été balayé. Un refus donc clair et net au terme d'une campagne qui a littéralement déchiré le canton. Georges Gondola. Voilà bien longtemps qu'une votation n'avait provoqué telle affluence aux urnes, plus de 43% des électeurs. Voilà longtemps aussi qu'un objet de votation n'avait suscité tant de polémiques dans une ambiance de Kulturkampf que l'on croyait oubliée depuis le 19e siècle. Ça touche des idéologies, aussi des intérêts, diverses choses comme ça, les intérêts des écoles privées et puis pour le reste aussi une certaine idée de l'école publique qui va changer. Alors ça trouble les gens, c'est normal. C'est une subvention pour les riches. Ceux qui n'ont pas l'argent aujourd'hui ne l'auront pas plus demain. Les subventions prévues ne suffiront pas à couvrir les coûts. L'initiative, lancée essentiellement par des milieux catholiques conservateurs et le contre-projet adopté par le Parlement cantonal, prévoyait des bons scolaires pour les enfants qui fréquentaient les écoles privées. La somme de cette subvention variant de 1 500 à 7 500 francs par an selon les revenus des parents. Une idée qui a provoqué l'opposition la plus vive d'une majorité de Tessinois traversant indistinctement la géographie politique du canton. Pour sabler le champagne après ce nom massif, il y avait autant de radicaux, de libéraux que de socialistes réunis cet après-midi. Je savais que le peuple tessinois n'aurait pas accepté l'initiative qui, par exemple, ne mettait pas de limite aux revenus donnant droit à la subvention. Mais le résultat est encore plus clair qu'espéré. Un résultat extraordinaire qui pourrait changer le visage du Tessin. Côté école privée, les verres sont restés vides, mais on reste optimiste. Nos soutiens, c'est quand même la position qu'a eu le gouvernement tessinois et le Grand Conseil du canton. Les deux ont soutenu le contre-projet. C'est déjà un pas très significatif dans la bonne direction. Le peuple suivra, j'espère, tôt ou tard. Un nom aussi massif, personne ne l'aurait imaginé. Mais si ce vote ressemble à un véritable plébiscite pour l'enseignement public, il ne doit pas pour autant être interprété comme un refus de l'enseignement privé. Pour beaucoup de Tessinois, c'est avant tout un refus d'une remise en cause de l'enseignement laïque. En effet, au Tessin, l'essentiel des écoles privées sont des institutions catholiques. Et chez certains, le réflexe anticlérical a certainement joué. Et puis, pour beaucoup d'autres, on ne comprend pas pourquoi on devrait subventionner aux frais de l'enseignement public une minorité de familles pour que leurs enfants puissent avoir un enseignement privé privilégié. C'est la première fois en Suisse que les citoyens étaient appelés à se prononcer sur cette question du financement de l'école privée. Mais le sujet refait régulièrement surface en Suisse romande. Dans le canton de Vaud notamment, les autorités ont toujours refusé d'entrer en matière sur une quelconque subvention de l'État. Du coup, les écoles privées drainent à peine 3% des enfants en âge scolaire et beaucoup d'établissements ont dû fermer. Voyez le reportage de Jacques-André Schneider.
Inscrire un enfant en école privée coûte en moyenne 1 millier de francs par mois. C'est un gros sacrifice qu'on ne va pas pouvoir faire pendant de nombreuses années. L'école privée y est plus souple, s'adapte à chaque enfant en raison d'effectifs plus réduits. C'est cher, mais souvent efficace. Pas seulement au niveau de l'enseignement, mais alors au niveau de lui-même. Alors c'est devenu... il a passé de l'état complètement démotivé à l'état très motivé, quoi, très sûr de lui. Alors ça a été énorme et presque instantané. Ici, j'ai beaucoup de parents qui vraiment font un effort surhumain pour pouvoir payer l'école privée à leurs enfants. Alors, moi, je crois que ça serait que justice que d'un côté, on puisse les aider. Une solution, subventionner partiellement les parents. Il n'y a pas un monothéisme pédagogique. Ça, je n'y crois pas, nous n'y croyons pas. Il y a une solution dans la diversité, il y a une solution dans la complémentarité. Mais pour cela, il faut vraiment la vouloir dans les faits. Et ça passe par des gestes symboliques comme le chèque éducation. C'est juste que l'enseignement privé ne soit pas gratuit. Ce qui est peut-être moins juste, ou en tout cas moins équitable, c'est qu'il soit aussi cher. Si cher que la majorité des 64 000 élèves de l'enseignement obligatoire optent pour l'école publique. Celle-ci devra sans doute diversifier son offre envers certaines minorités scolaires, telles que les surdoués ou les sportifs de haut niveau. Elle devra aussi assouplir ses horaires. Mais pour Francine Jean-Prêtre, chef du département de la formation, l'école a une mission qui dépasse la simple acquisition de connaissances. Surtout dans une conjoncture où l'argent est compté, est calculé, personnellement, je souhaite m'investir pour la qualité de l'école publique. Et il ne faut pas oublier encore cette mission tout à fait fondamentale de l'école publique en faveur de tous les enfants, le mélange. Les apprentissages, c'est ce rôle intégratif de l'école que l'on doit absolument garder. Et ça me ferait très peur de voir tout d'un coup une école à 2 vitesses qui débouche immanquablement sur une société à 2 vitesses. Le système de bons scolaires, semblable au projet tessinois, a déjà été refusé 3 fois par le Grand Conseil vaudois. On a appris en fin d'après-midi la mort de Balthus. Le peintre français s'est éteint aujourd'hui dans son chalet de Rossinière, dans le canton de Vaud, 10 jours avant son 93e anniversaire. Il avait choisi de quitter samedi soir la clinique où il était hospitalisé pour rejoindre son chalet où il vivait depuis plus de 20 ans avec sa femme, Setsuko, qui était aussi sa muse. Artiste au statut de légende, Balthus était l'un des rares peintres à être entré au Louvre de son vivant, mais il laisse derrière lui une œuvre peu abondante tant il travaillait ses toiles. Jean-Paul Caton nous brosse son portrait. Comme pour se préserver du temps, Balthus est né un 29 février. C'était en 1908 à Paris. Des origines polonaises et aristocratiques, de son vrai nom, le comte Balthazar Klossowski de Rolla, mais son titre de gloire, ce sera la peinture. En 1934, première exposition à Paris et première révélation avec la rue et ses personnages qui évoluent le regard fixe, comme séparés du monde. La montagne, qu'il découvre en Suisse peu avant la guerre, devient ensuite une source d'inspiration, un espace préservé des désenchantements de l'âge adulte et des mutations de la modernité. Mais l'artiste aux 280 toiles s'est rendu célèbre par ses scènes d'intérieur, illustrant des adolescentes au seuil de la puberté. Figuratif et intimiste, Balthus s'est imposé comme le peintre de la lenteur, de la solitude et du silence. Un silence qu'il cultivait avec Setsuko, sa deuxième femme d'origine japonaise. Depuis 23 ans, il s'était installé dans ce magnifique grand chalet de Rossinière où le peintre a terminé son œuvre. Pour moi, j'ai un atelier en dehors de la maison. Je travaille tout le temps. Malgré mon grand âge, ça me maintient en vie. Après avoir vécu l'enfer au fond des cales du Eastsea, les quelques 900 clandestins kurdes échoués hier sur la Côte d'Azur ont commencé à reprendre des forces. Beaucoup d'habitants de la région sont venus spontanément leur apporter un peu de réconfort. Mais la question qui se pose maintenant, c'est faut-il régulariser la situation de ces immigrés ou au contraire les renvoyer dans leur pays? Le débat est vif au Pays des droits de l'homme. Anne Cuneo.
C'est probablement à bord de ce canot de sauvetage, récupéré par la police maritime, que l'équipage du East Sea a fui le cargo après l'avoir volontairement échoué sur la côte d'Azur. Quant aux immigrés clandestins, on peut sans aucun doute les qualifier de miraculés. Ils ont survécu dans un bateau qui était presque une épave, dans des conditions effroyables. À peine l'avait-il quitté qu'il a coulé. Eux sont tous saufs, presque tous en assez bonne santé, même les 3 femmes qui ont accouché pendant la traversée et leur bébé. Leur courage du désespoir émeut les gens de Saint-Raphaël. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin d'un point de départ, et c'est à nous de leur donner. Il y a eu un élan de solidarité. Il n'y a pas eu que l'aspect, j'allais dire, militaire, il y a aussi l'aspect émotionnel de nos familles qui ont réagi. Mais leur présence divise la classe politique. Comment leur permettre de rester sans encourager par là l'émigration clandestine? Ou alors les refouler, mais vers où? Venue sur place, Elisabeth Guigou, ministre de la Solidarité, compatit à leur souffrance. Pour certains, il faut immédiatement expulser tout le monde. Pour d'autres, tel le RPR Patrick Devedjian, il faut les accueillir car les Kurdes sont un peuple sans pays qui fuit la terreur autant que la misère. Les 900 personnes sont maintenant installées. Le long travail administratif commence. Avant qu'on ne statue sur leur sort, cela pourrait durer plusieurs mois. Si la situation est inédite en France, l'Italie et l'Espagne sont en revanche quasi quotidiennement confrontées à cette terrible réalité des boat people. Les filières d'immigration clandestine passent la plupart du temps par le bassin méditerranéen. Le scénario est toujours le même, tragique, des candidats à l'exode prêts à tout et des passeurs organisés en mafia. Yves Maga. Immigrants traditionnels en Europe, les Nord-Africains. La crise économique pousse les jeunes à s'expatrier par milliers. Le Maghreb est aussi le point de passage des immigrants d'Afrique noire. Du Maroc, la plupart passent en Espagne par le détroit de Gibraltar sur des chaloupes de pêche, transportant une 50aine de personnes au prix d'environ 2000 francs par passager. Mais les courants dangereux du détroit emportent souvent au fond des flots les espoirs et les corps des émigrants. Une route secondaire passe par la Tunisie et l'Italie. Pour des raisons historiques et linguistiques, la France reste le principal pays de destination. Depuis la chute du communisme et le démembrement de la Yougoslavie, les Balkans sont devenus une autre source d'immigration en Europe occidentale. Albanais, puis Kosovars et autres ex-Yougoslaves arrivent par les filières italiennes de passeurs. Les Albanais restent plutôt en Italie, alors que les autres continuent leur route vers l'Europe du Nord. L'émigration en provenance du Moyen-Orient est essentiellement liée à la question kurde. Depuis longtemps, les Kurdes de Turquie, fuyant la ségrégation dont ils sont victimes, ont fourni le gros de l'émigration vers l'Allemagne. De nombreux Kurdes d'Irak se sont aussi mis à fuir un pays à l'avenir incertain. Passant en général par la Turquie ou les Balkans, ils arrivent sur la première côte d'Europe occidentale que parviennent à atteindre les cargos rouillés qui les transportent pour un prix d'environ 5000 francs par personne. Jusqu'à présent, c'étaient les plages du sud de l'Italie. La France devient à son tour une destination kurde, peut-être parce que plusieurs réseaux italiens ont récemment été démantelés par les autorités. Mais le nombre de ceux qui frappent à la porte de l'Europe reste très largement en dessous des besoins démographiques de pays comme l'Espagne, l'Italie et la France, où le vieillissement de la population menace l'économie et le système des caisses de retraite. La région du Kosovo a été le théâtre de nouvelles violences ce matin. 3 policiers serbes ont été tués dans l'explosion de leur véhicule qui a sauté sur des mines. L'accident risque d'attiser les tensions entre Serbes et albanophones. Des tensions déjà très vives après les 7 morts de l'attentat de vendredi contre un car transportant des Serbes. Alain Orange. C'est à la sortie du village de Lukan que le véhicule transportant 3 policiers serbes a sauté sur des mines anti-chars. L'explosion a creusé dans le sol des cratères de 2 mètres de large. Des pièces du véhicule ont volé jusqu'à 200 mètres à la ronde. Les passagers ont été tués sur le coup. Ce nouvel attentat intervient dans la zone tampon qui sépare la Serbie du sud-est du Kosovo. Elle a été créée en 1999 à la suite des bombardements de l'OTAN contre la Yougoslavie. Dans cette région dite de la vallée de Preševo, seuls des policiers serbes légèrement armés sont autorisés à patrouiller. Malgré les efforts de ces unités serbes, des groupes de séparatistes albanais sont apparus ici dès janvier 2000. Les unités serbes ont perdu puis repris le contrôle de villages comme Lukan, mais l'UCPMB, armée de libération de Preševo, Medvedja et Bujanovac, s'est assuré peu à peu la maîtrise de plus de 200 km² de territoire serbe. Ce dernier attentat attise encore le contexte de violence anti-serbe qui règne au Kosovo. Vendredi, l'explosion d'un bus avait tué 7 personnes et fait des dizaines de blessés.
En hommage aux victimes, aujourd'hui a été décrétée journée de deuil national par les autorités yougoslaves. Une réunion au sommet devrait avoir lieu ce soir à Belgrade, en présence du président Koštunica. Les responsables, yougoslaves et serbes, examineront ensemble la situation préoccupante qui règne dans le sud du pays et au Kosovo. La direction de Sabena a finalement remporté le bras de fer qui l'opposait aux pilotes. Ces derniers ont approuvé hier soir le plan de redressement concocté par SR Group, un plan qui prévoit des économies de 84 millions de francs et qui devrait permettre à la compagnie belge de sortir enfin de la zone de turbulence. La semaine prochaine, un plan de recapitalisation devrait en effet être décidé et la faillite de Sabena serait alors évitée. Dans la course du Vendée Globe, le suspense se prolonge après les arrivées triomphales de Michel Desjoyaux et Hélène MacArthur. On attend fébrilement Dominique Vave, bien sûr, qui n'a pas eu beaucoup de vent favorable ces derniers jours. Mais le Genevois devrait poser le pied sur la terre ferme en milieu de semaine prochaine. En attendant, notre envoyé spécial Mathieu Truffert a rencontré au Sable d'Olonne de vieux marins pêcheurs qui naviguaient à la voile il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, ils suivent cette course effrénée non sans ironie. On regarde ce reportage. On mange trop. À quelques mètres du chenal qu'ont remonté Desjoyaux, Jourdain, MacArthur, le port de pêche des Sables d'Olonne et un petit bistrot, un des plus anciens, au retour de la pêche. C'était un lieu de réunion pour les pêcheurs professionnels qui s'amarraient le long des quais ici. C'était un petit café de pêcheurs qui a regroupé des grands amis, des navigateurs qui ont commencé tout petits. Le père Masson, le père Boulet et les autres ont commencé la pêche dans les années 30 sur des bateaux à voile. Naviguer, c'était travailler. Alors le Vendée Globe, la mer comme terrain de jeu, c'est parfois difficile à comprendre. Il n'y a pas un marin pêcheur qui voudrait le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fous. C'est toute la différence qu'il y a. Ces gars-là, c'est des aventuriers, c'est des sportifs. Mais alors, il y a le côté un peu... parce que pour faire ça, il faut... Oui, mais c'est tout à fait différent de nous autres, quoi. Tout à fait différent. C'est des gens qui sont nés pour faire ça. Ouais. Mais on les admire quand même parce qu'ils sont vaillants, ils sont courageux, ils prennent beaucoup de risques. Mais ils prennent des risques volontaires. Est-ce que nous on a des risques, mais malheureusement on n'est pas volontaire quand on a des risques, on subit. Oh là là. C'est des gugus. Parce qu'ils ont des... Ils se laissent guider. Tout le temps de leur machin, ils dorment. Alors il y a là... Ah mais si, c'est vrai. Le plus fort, il y en a qui ont passé le Cap Horn en dormant. Oh là là. Il suffit d'être un électronicien et ingénieur du son comme vous, là, un truc comme ça, et vous êtes marin. Oh là là. Pour moi, ils sont tous à peu près pareils. Alors j'en ai vu un sortir une fois, deux fois. On est là, jouer aux cartes. On les voit quand ils viennent s'entraîner, on les voit, ils passent là. Alors mais quand j'en ai vu un, ça me suffit. Alors Dominique Vave, je le connais pas du tout. Pas plus que la potagère ou le... T'as vu l'heure, Marcel? Voilà, avant de conclure ce journal, je vous en rappelle les titres principaux. La mort de Balthus, le peintre français s'est éteint aujourd'hui dans son chalet dans le canton de Vaud, quelques jours avant son 93e anniversaire. Les Tessinois ne veulent pas que l'État subventionne en partie l'école privée. Ils ont massivement rejeté l'initiative mise en votation sur ce sujet. Les centaines de clandestins échoués sur la Côte d'Azur doivent-ils être renvoyés dans leur pays? Le débat en France est vif. La Suisse doit-elle entamer au plus vite des négociations d'adhésion avec l'Union européenne? C'est la question qui vous sera posée le 4 mars prochain. Entre les pro-européens pressés et ceux qui préfèrent attendre, voire ne pas adhérer du tout, le débat est passionné. Qu'avons-nous à gagner ou à perdre à négocier rapidement? Cette initiative Oui à l'Europe est-elle raisonnable ou dangereuse? Réponse de ses partisans et de ses adversaires dans Spéciale Votation, un grand débat lundi soir avec le conseiller fédéral Pascal Couchepin. Vögele, mode pour toute la famille.
Madame, monsieur, bonsoir. Les hautes pressions devraient encore nous accompagner pour la journée de lundi. Même chose d'ailleurs pour les stratus matinaux. Mais pour mardi, par contre, ça se confirme. Une nouvelle perturbation devrait aborder la Suisse. Apparemment, elle ne nous amènera pas beaucoup d'activités. En ce moment, nous sommes sous l'influence des hautes pressions. Elles sont centrées sur l'Angleterre. Elles mènent la vie dure à Dominique Bavre qui progresse vers les Sables d'Olonne avec des vents de face. Mais l'avantage pour nous, c'est que ces mêmes hautes pressions nous mettent à l'abri des perturbations atlantiques ou bien encore de cette dépression qu'on voit ici sur la Méditerranée. Pour la petite histoire, ce sont les restes de la perturbation qui nous a touchés pendant la journée de samedi. En Suisse, si le temps était bien ensoleillé aujourd'hui sur les régions de montagne, en plaine il en était autrement à cause de la bise qui s'est levée. Elle a permis aux stratus de se reformer. On le voit un petit peu sur ces images. Ces stratus se sont assez bien dissipés sur l'ouest. Ils étaient par contre plus tenaces sur l'est de la Suisse. Pour la journée de lundi, les vents vont faiblir et les hautes pressions nous amèneront encore un temps assez stable. On surveillera quand même de près cette nouvelle perturbation atlantique. On verra ses premiers nuages dans l'après-midi, mais sa partie la plus active sera encore demain sur la mer du Nord. Elle devrait nous atteindre pour mardi. Prévision de Météo Suisse. Ce soir donc, les stratus devraient se reformer sur le plateau. Demain, leur limite supérieure le matin devrait se situer vers 1200 mètres d'altitude. Ailleurs, au-dessus, le temps sera déjà bien ensoleillé. Dès la mi-journée, ces stratus devraient se dissiper. Le soleil devrait donc assez bien passer sur les régions de plaine, mais on ne peut pas exclure qu'ici et là, il y a encore quelques poches de résistance. Notez que sur le nord de la Suisse, les stratus devraient être remplacés par des voiles de nuages élevés, mais c'est quand même la sensation de beau temps qui devrait dominer. Pour les températures, demain matin, nous aurons des valeurs assez basses, une fois de plus pour le Valais ou bien encore pour le Jura, 1000 mètres d'altitude, puisqu'il fera entre moins 2 et moins 4 degrés. L'après-midi, les températures vont remonter, elles seront plutôt douces pour un mois de février, puisqu'elles vont osciller entre 4 et 8 degrés sur le plateau. Elles iront jusqu'à 10 en Valais, 12 sur les versants sud des Alpes, et puis les vents vont faiblir avec encore de la bise, elle ne sera pas très forte. Dans la région des Alpes, elle devrait plutôt souffler entre 30 et 40 km à l'heure, entre 20 et 30 sur le plateau. Pour la suite du programme, pendant la journée de mardi, les courants de nord vont nous amener une nouvelle perturbation, pas très active. Elle va toucher le nord-est de la Suisse, les températures seront à la baisse. Les autres régions de Suisse devraient garder un temps sec. Le soleil devrait tenir sur le Valais ou bien encore sur le Tessin. Mercredi, la bise et les stratus devraient à nouveau s'installer sur le plateau. Le soleil, lui, tiendra une fois de plus sur le Valais et le Tessin. Enfin, pour jeudi, cette fois, les vents devraient tourner au nord-ouest. Ils nous amèneront une nouvelle perturbation, apparemment pas très active, avec encore quelques flocons attendus sur le nord-est de la Suisse. Les autres régions seront au sec. Vendredi, cette fois, c'est une perturbation plus active qui devrait nous toucher. Cette fois, la neige pourra revenir jusqu'en plaine, pas seulement sur le plateau, mais aussi peut-être sur le Valais. Seuls les versants sud des Alpes devraient être à l'abri par effet de barrage. Voilà, vous savez tout sur la météo. Notez encore l'éphéméride pour la journée de demain. Nous allons gagner encore 2 minutes de lumière. Dans quelques instants, vous allez retrouver Mise au point. Je vous souhaite de passer la plus belle des soirées. Comment garantir votre liberté financière? Comment vous constituer un patrimoine? Comment et où investir vos capitaux? Comment optimiser vos impôts? Le Conseil financier de la Zurich vous aide à faire le lien avec des solutions qui vous font avancer. Où que vous soyez aujourd'hui, où que vous alliez demain. Le Conseil financier de la Zurich, connecting here to there. Madame, Monsieur, bonjour. Chaque année, il y a plus de 200 morts sur les routes dans les localités suisses. Ce nombre est trop élevé, a estimé l'association Transport et Environnement, qui a donc lancé son initiative Rue pour tous, qui a pour but de réduire la vitesse à 30 km/h dans les agglomérations pour diminuer justement également le nombre de ces victimes. Cette mesure obligatoire sur l'ensemble du territoire heurte beaucoup de Suisses qui ne pensent pas que ces 30 km/h pourraient être respectés uniquement à travers les signalisations telles que le prévoit l'initiative.
initiative. Cela dit, Rue pour tous est également un projet de société. Les piétons et les enfants devraient avoir plus de droits sur la chaussée. On pourrait également, sous cette initiative, respirer un air meilleur. Alors avec nous aujourd'hui des partisans et des adversaires de cette initiative. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un salut particulier également à des étudiants du gymnase de Chamblande qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau de Droit de Cité. Alors pour commencer ce débat, cette question à vous tout d'abord, Patrick Éperon, vous coordonnez la campagne contre cette initiative. La question est un peu rituelle, c'est vrai, on l'a déjà entendu, mais c'est vrai, peut-on vraiment dire non à une initiative qui a pour but de sauver des vies, de protéger la vie? Est-ce que, dans le fond, il ne faudrait pas dire oui d'entrée?